La vie des idées, avec Mathieu Bock-Côté. Chers amis, bonjour, bienvenue à La vie des idées, ici Mathieu Bock-Côté. Le rapport des Québécois à la France a beaucoup évolué à travers l'histoire. Longtemps mère patrie adorée et regrettée, elle fut aussi accusée d'avoir abandonné les Québécois eux-mêmes pendant 2 siècles. Depuis 50 ans, la relation de nos deux pays s'est transformée. Les retrouvailles ont eu lieu. Pourtant, certains Québécois, attirés par le mythe de l'américanité, ont déserté mentalement ce qu'on appelle les vieux pays pour se tourner vers les États-Unis. Ils peuvent même aller jusqu'à mépriser la France en la regardant avec une étrange condescendance, comme on le voit par exemple dans les débats entourant la laïcité. D'autres demeurent fidèles à une relation privilégiée, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons culturelles, en rappelant que la France est irremplaçable pour le Québec. Qu'en est-il aujourd'hui de notre rapport à la France? Pour parler de cette question fondamentale, je reçois aujourd'hui l'historien Éric Bédard. Bonjour. Bonjour. Et l'écrivain Carl Bergeron. Alors, les deux, je présente vos écrits récents sur la question. Éric Bédard, vous venez de signer, vous venez de signer en début d'année, dans le numéro janvier-mars 2016 de la revue 20e siècle, un article sur la représentation de la France chez les intellectuels québécois depuis 1960. Et Carl Bergeron, vous avez publié Voir le monde avec un chapeau aux éditions du Boréal en janvier 2016 aussi, où la question du rapport à la littérature française est très présente, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, je vous salue aussi, bonjour. Bonjour. Alors, Éric Bédard, je commencerai avec vous. Vous, dans votre article, vous retracez le rapport à la France chez les intellectuels québécois depuis, on pourrait dire, la Révolution tranquille et peut-être même avant dans l'historiographie nationale. Si je vous invitais à nous résumer en quelques minutes, ce parcours du rapport à la France depuis les années 50 à aujourd'hui, comment le résumeriez-vous? D'abord, on dirait, ce qui m'a frappé, si on prend la filiation des grands historiens nationaux, là, j'en ai toujours 3 que je convoque dans ces moments-là, Garneau, Groulx et Frégault. Les 3 historiens je les convoque aussi parce que les 3 se sont beaucoup penchés sur la Nouvelle-France. Donc nos origines françaises. Les 3 sont critiques à l'égard de la France, de la politique française. Garneau parlait de l'interdiction des Huguenots. Évidemment, Groulx a parlé de cette politique un peu incohérente, ou enfin de Louis XIV après toute cette étape des Filles du Roi et du Carignan-Seigneur. Et Garneau, lui aussi, dans son livre sur la conquête, très critique sur le comportement de la France. Mais ce qui est frappant dans les 3 cas, c'est que la France reste une référence, reste même une espèce de source de fierté, et pourtant on a affaire à des historiens idéologiquement très différents. Alors, Garneau plutôt libéral, Groulx très traditionnaliste, et Frégault néo-nationaliste, tout à fait des gens de leur temps. Mais les 3 ont une espèce de respect pour cette mère patrie d'autrefois, pour son legs de civilisation, de culture. On en tire une certaine fierté. Et ce qu'on observe, c'est qu'à partir des années 50 et 60, là, on n'est plus tout à fait dans ce registre-là. J'essaie de le comprendre en gros en quelques temps. Le premier temps, c'est ce qui se développe graduellement, c'est au Canada français, c'est la thèse du fragment. C'est-à-dire que finalement, la thèse du fragment, je le rappelle vraiment rapidement, ça nous vient de Louis Hartz, un Américain, 1955, The Liberal Tradition in America. Il essaie de comprendre, Louis Hartz, on est en pleine guerre froide, pourquoi il n'y a pas de parti socialiste ou de parti révolutionnaire, en gros, aux États-Unis. Puis il dit, parce que tout simplement, l'Amérique est née libérale. Et donc, nous sommes un fragment d'une Angleterre libérale, lockéenne, John Locke, l'individualisme propriétaire. Et donc, cette origine explique l'absence d'une tradition révolutionnaire et contre-révolutionnaire. Il traite du cas des confédérés rapidement, mais bon. Et donc, les gens ont repris ça pour le Québec en disant, pourquoi nous, c'est quoi, nos origines? Puis en disant, nous, on est sous l'Ancien Régime. Ah, ça, c'est une thèse que vont reprendre un certain Pierre-Elliott Trudeau durant les années 50. On est sous l'Ancien Régime, on est dans un système seigneurial, Ancien Régime autoritaire, pas beaucoup de place aux droits et libertés. Et donc, nous sommes un fragment, mais d'une France d'Ancien Régime. Et cette thèse-là va être reprise par la suite par un certain André J. Bélanger sur l'apolitisme des idéologies, thèse des années 70, n'a pas trop influencé les historiens, mais cette thèse-là va faire son chemin et elle va culminer avec, dans le fond, toutes les thèses des années 90 sur l'américanité.
où là, on était un fragment d'Ancien Régime, et là, peu à peu, on développe un certain nombre d'idées chez des gens comme Yvan Lamonde, mais aussi chez, surtout, Gérard Bouchard, en disant qu'au fond, pour expliquer, pour comprendre pourquoi le Québec n'a pas fait son indépendance, eh bien, on constate qu'on cible les élites canadiennes françaises en disant qu'elles n'avaient pas rompu avec la référence française, contrairement aux autres élites, en guillemets, bourgeoises et créoles des pays, des sociétés neuves et du Nouveau Monde. Et donc, on accuse les élites canadiennes françaises d'être restées trop longtemps fidèles à la France, que la France a été une référence. Et donc, ça expliquerait pourquoi on n'aurait pas décroché du Vieux Monde et donc fait notre indépendance. Alors, je vous ai expliqué ça très rapidement, de la thèse du fragment à la thèse de l'américanité, mais dans un cas comme dans l'autre, la France a vraiment le mauvais rôle. Elle sert un peu de repoussoir. Elle sert de repoussoir, et ça s'est reflété dans le programme d'histoire de 2006, que j'ai un petit peu étudié avec d'autres, où la France, c'est une sorte de Moyen-Âge, entre l'ère idyllique des Autochtones, du don et du contre-don, écologiste, féministe et tout ce qu'ils voulaient, et la période d'après, qui est celle des libertés britanniques, du Parlement. Et donc, le Moyen-Âge français, c'est une période, un repoussoir. Et donc, ça m'a beaucoup frappé et comprenez-moi bien, je dis pas que tout ce qui se passe en France doit être reproduit au Québec, mais c'est une richesse, c'est une référence dont nous avons à notre disposition à cause évidemment des codes, de la langue, des références faciles, et donc ça devrait être une référence parmi d'autres, mais je constate que chez les élites intellectuelles, elle est devenue pas mal, en gros, un repoussoir. Ouais. D'ailleurs, quand on vous lit, et puis quand on inscrit ça dans d'autres lectures sur l'histoire du Québec, le rapport à la France a longtemps été considérée, peut-on dire, comme une ressource identitaire. C'est-à-dire, c'est un peu, on peut le lire un peu chez Garneau, je crois, et on va le lire aussi chez le chanoine Groux, c'est lorsqu'on nous dit « vous n'êtes rien, vous êtes appelé à l'assimilation », eh bien non, nous avons des origines françaises, nous avons aussi des origines nobles qui font de nous participons des grandes civilisations de l'histoire. Et j'ai l'impression, dans le travail intellectuel des dernières années, que la France devient finalement ce dont on doit se décoloniser. C'est-à-dire autant que la question de la décolonisation par rapport à la Grande-Bretagne ne se pose plus vraiment, on célèbre, on magnifie l'héritage britannique, la véritable décolonisation mentale demeure notre rapport à la France. Est-ce qu'on peut apercevoir ça dans la vie intellectuelle, dans la vie des idées? On a cette impression-là. D'ailleurs, je pense que Joseph-Yvon Thériault, dans son livre Critique de l'américanité, a été extrêmement convaincant. C'est qu'il dit, au fond, notre adhésion à l'américanité, c'est une sorte de passeport pour la modernité. Il démontre que tous les travaux qui ont porté sur l'américanité en lettres, en sociologie et un peu en histoire, ces travaux-là, dans le fond, cherchaient constamment à montrer notre américanité, mais c'était pas seulement une catégorie descriptive, c'était un concept normatif, c'est-à-dire nous montrer ainsi notre modernité. L'Amérique devient le symbole de notre modernité, grâce à laquelle, d'ailleurs, on va pouvoir regarder la France avec une certaine condescendance. Elle est moins moderne, moins diversitaire, moins anglophile. En étant d'authentiques Américains dans nos mœurs, dans nos modes de vie, non pas évidemment états-uniens, mais en étant d'authentiques Américains, on s'affranchit de cette référence française qui a été, dans le fond, qui est perçue, qui est décrite, qui est dépeinte comme une sorte de fardeau, comme quelque chose de négatif, soit parce que c'est l'Ancien Régime, ou soit plus récemment que le débat sur la laïcité, parce que on y reviendra peut-être, parce que c'est source d'intolérance, d'exclusion. Carl Bergeron, dans Voir le monde avec un chapeau, vous parlez de l'importance dans votre formation, mais pas seulement dans votre formation, probablement dans le rapport des Québécois à leur propre langue, de la littérature française. Considérez-vous, lorsque vous vous tournez vers la littérature française, qu'il s'agit d'une littérature étrangère, d'une littérature qui est aussi la nôtre, qui est un peu la nôtre? Le rapport à la France, pour vous, passe-t-il d'abord par le rapport à la littérature? Oui, ça c'est bien certain. Moi, mon premier contact créateur avec la France, ça a été par la littérature, pour une simple et très bonne raison, c'est que ma vocation est littéraire. Donc, et le premier émerveillement, en fait, le premier contact en a été un d'émerveillement. Et c'était le contact avec les grands écrivains, avec Balzac, avec Proust, avec Montaigne aussi, ce formidable miroitement dans la langue française que je ne retrouvais pas dans la littérature québécoise, que c'est qualité aussi, mais qui n'a pas la même expérience qu'on retrouve, la même expérience esthétique et le même rapport au monde aussi qu'on retrouve en France.
Donc, il y a eu un émerveillement esthétique, mais aussi un apprentissage de nature plus éthique. Donc un rapport au monde et une éthique chevaleresque aussi qu'on retrouve dans une certaine France 17e, 18e siècle, des écrivains, des grands moralistes du 17e et du 18e, pour moi, ont une véritable révélation. Il y avait d'autres manières d'exister dans ma langue que ce qu'on retrouvait au Québec. Mais je reprends la question autrement parce qu'il me semble assez importante. C'était à tout le moins une habitude pendant longtemps, la littérature française était vue aussi comme une part de nous. C'est-à-dire se tourner vers la littérature française, ce n'était pas aller vers une littérature radicalement étrangère, mais une part de nous. Est-ce que dans l'expérience que vous avez de la littérature québécoise, de la littérature française, dans votre propre expérience littéraire, la France, est-ce qu'il s'agit donc la littérature française, vous la considérez comme une littérature étrangère, une littérature qui nous est extérieure, ou d'une certaine manière, c'est aussi la nôtre? Moi, je me souviens des très beaux livres de Jean Larose et je me fais toujours un plaisir de les citer parce qu'ils ont été très importants dans ma formation. C'est un Québécois qui était... en fait, c'est toujours un Québécois qui est très attaché à la tradition française. Il y a eu des très belles pages dans L'amour du pauvre et dans La Petite Noirceur aussi sur justement le rapport des Québécois à la littérature française. Lui, il disait les Québécois auraient avantage à considérer la littérature française comme la leur. Donc, il cherchait à dépasser le vieux débat entre la littérature nationale et la littérature française. Moi, je dirais, je nuancerais un peu, je dirais que la littérature française est porteuse d'une nécessaire étrangeté. Qui n'enlève rien à la singularité de la littérature québécoise. Ce qui est sûr, c'est qu'on devrait considérer la littérature française comme une ressource naturelle, si je peux dire, un patrimoine naturel vers lequel se tourner, parce que c'est en France, c'est dans la tradition française que notre langue s'est le plus distinguée, a trouvé son génie propre. Donc, je pense que l'intérêt pour les écrivains québécois est de s'approprier ce génie français et de l'adapter à notre réalité. Le rapport à la France, évidemment, au Québec, est inévitablement identitaire. C'est-à-dire qu'on le veuille ou non, nos origines sont là. Longtemps, on a parlé de la mère patrie, longtemps, on a parlé du pays de nos ancêtres, et ainsi de suite. Et pourtant, c'est un rapport qui est à la fois, je dirais, d'admiration et un rapport troublant. On a à la fois dans notre histoire des gens comme Jean-Marc Léger, je ne parle pas du sondeur, mais de l'écrivain, de l'homme politique, du journaliste, qui s'appropriait la France quelquefois à vouloir transplanter ici, par exemple, les institutions de la Ve République. Et de l'autre côté, on a des Québécois très anglophiles, très britanophiles, si vous me passez la formule, comme si, d'une certaine manière, le Québec se cherchait des origines, mais ne parvenait pas nécessairement à privilégier spontanément le rapport identitaire à la France dans les origines. Éric Bédard, je me tourne vers vous. Si on cherche à comprendre la nature du rapport au-delà des intellectuels entre les Québécois et la France, vous évoquez dans votre livre le plus récent, Année de ferveur, vous parlez non seulement du rapport, vous êtes un jeune Québécois qui arrive à Paris en 95, mais vous allez aussi dans le pays plus profond et là vous sentez une connexion plus intime, plus réelle entre les Québécois et les Français. Oui. Quel est le rapport de cette relation d'un point de vue québécois, mais aussi peut-être d'un point de vue français? Là, je vais donner une opinion que je pense que je vais y aller avec mes observations spontanées, même au sein de ma famille. Ça me frappe lorsque, par exemple, j'interroge ma famille, mes oncles, mes tantes, mes cousins, mes cousines sur où vont-ils en voyage, comment, pour se changer d'air. Alors, je suis toujours frappé par... il y a toujours une proportion qui ne jure que par l'Amérique, que par l'exploration, la découverte, soit des États-Unis en auto, le road trip par excellence, ou l'Amérique du Sud, et d'autres vers l'Europe, et plus particulièrement vers la France. J'ai l'impression que on a un peu cette ambivalence. Vous écoutez quelqu'un, par exemple, comme des animateurs de radio avec lesquels j'ai grandi, vous écoutez un Gilles Proulx. Je me souviens que lui, il était très, très tourné vers la France. Il était très attaché à l'histoire. Puis vous aviez, par exemple, quelqu'un comme, encore aujourd'hui, Paul Arcand. On sent que lui, il y a une chronique tous les vendredis sur la vie à New York, comme si c'est à côté, c'est intéressant, c'est passionnant. On sent que lui, et je me souviens même des chroniques de Jean Lapierre, très hostile à la France, mais les États-Unis, ça nous intéresse. Ça correspond spontanément à ce que je vois dans ma propre famille. C'est-à-dire, alors, comment l'expliquer? Alors, d'un côté, on a un certain nombre de Québécois qui ont un rapport affectif
à la France, la terre des ancêtres. Moi, mon grand-père parlait toujours dans ces termes-là, mais il n'était jamais allé. Il est allé accueillir le général à Donnacona en 67, comme beaucoup de gens. Un rapport affectif, filial à la France. Tous ces gens, toutes ces sociétés de généalogie au Québec, c'est incroyable, le succès. On n'en parle pas beaucoup. Moi, quand je vais dans des bibliothèques, je croise constamment des retraités qui font leur généalogie, qui vont en groupe dans le village d'origine de leur ancêtre. Oh oui, encore aujourd'hui. Demain, j'en profite, vous me permettez de faire une petite publicité. Demain, j'anime la première des figures marquantes de notre histoire. C'est sur les filles du roi. Hein. Demain, à la grande bibliothèque à 19h. Il faut s'inscrire sur le site. Mais écoutez, ça a été un énorme succès populaire. Quand en 2013, on a sélectionné 36 Québécoises qui sont habillées comme les filles du roi, qui ont traversé, enfin peut-être pas traversé, mais qui sont parties de La Rochelle puis sont arrivées à Québec. Il y avait beaucoup de gens pour les accueillir. Ça touche une corde. Alors donc, il y a cet amour filial, il y a cette idée d'une filiation généalogique avec la France, nos cousins français, mais évidemment, la France de Paris, puis la France des régions, de la Bretagne ou du Perche, puis de la Loire-Atlantique, c'est pas tout à fait la même France. Mais il y a ces associations, Québec-France aussi, qui accueillent des gens. Donc, je crois que ça va durer, ça va perdurer, mais c'est pas mur à mur. Il y a beaucoup de Québécois qui sont complètement indifférents par ça. Ils sont ailleurs, c'est plus leur truc. Ils sont beaucoup plus tournés vers le continent. Et j'ai l'impression que c'est du 50-50, mais c'est vrai que j'observe chez ceux qui sont plus tournés vers l'Amérique, parfois une certaine forme de mépris ou de condescendance. Carl Bergeron, Jacques Godbout, dans son livre Le concierge du Panthéon, raconte l'histoire d'un homme qui est obsédé par la littérature et qui rêve d'écrire son premier livre qui serait aussi un grand livre. Et il se dit, qu'est-ce que je dois faire pour ça? Je dois aller à Paris. Ça me paraît évident. Et le portrait de cet homme, finalement, qui arrive, qui est un journaliste honorable de Radio-Canada qui faisait la météo ou quelque chose comme ça. Je pense pas. Moi, je pense que c'est un fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Oui, de l'Environnement. C'est ça, un fonctionnaire du ministère de l'Environnement. Voilà, très juste. Je me trompais sur la référence. Il arrive et il est très impressionné. Puis c'est comme si la France est tellement monumentale qu'elle l'écrase. Il arrive là, il ne se sent pas à la hauteur. D'une certaine manière, il se sent trop petit, il ne se sent pas capable d'être... autrement dit, l'environnement ne l'inspire pas, mais l'écrase. Est-ce que vous suivons cette piste un instant, est-ce que vous voyez là-dedans quelque chose comme un des éléments qui expliquerait peut-être le ressentiment de certains Québécois par rapport à la France, c'est-à-dire lorsqu'on y va, lorsqu'ils y vont quelquefois, ils se disent « Oh mon Dieu, c'est écrasant, j'ai envie de revenir dans mes pantoufles le plus rapidement. » Et juste pendant que vous réfléchissez, Carl, on a exactement le même récit dans le 3e tome des Chroniques du plateau Mont-Royal de Michel Tremblay, Les Nouvelles d'Édouard. Édouard, c'est le personnage qui va en France, qui se prend, parce qu'il y a un petit héritage dans les années 40, et il est écrasé par tout ça, il ne sort pas de son... C'est très drôle. C'est un peu la même histoire, mais racontée différemment, oui. Ah oui, ça c'est sûr. Et justement, les intellectuels de la génération de Jacques Godbout ont beaucoup réfléchi à cette question-là. Il y a toutes sortes d'histoires qui circulent sur des écrivains qui, en effet, avaient un tempérament un peu plus américain que français et qui, lorsqu'ils débarquaient à Paris, il y avait toutes sortes de phénomènes qui se produisaient de nature psychosomatique, voire des évanouissements, des crises de panique, des bégaiements. Là, tout à coup, il y avait quasiment un phénomène de dépersonnalisation au contact. J'ai l'air d'exagérer, mais pas du tout. Hein. C'était aussi grave que ça. Ça créait tout un émoi. Tout un émoi. Donc, c'est le signe qu'on touche à quelque chose de très, très fort. Et que le rapport à la France sera toujours affectif et passionnel, que ce soit dans l'adhésion ou le rejet. Mais il me semble qu'aujourd'hui, en tout cas, le caractère passionnel du rapport à la France se retrouve dans le rejet, beaucoup plus que dans l'adhésion. Il me semble plutôt que ceux qui s'inscrivent dans la tradition française ne me semblent pas être des exaltés colonisés, là, comme on pouvait en retrouver, par exemple, au Québec, première moitié du 20e siècle, où ils se tournaient vers la France. Là, c'était complètement névrotique. Là. C'était vraiment une conscience colonisée par la France, si je peux dire. Il y avait un rapport d'admiration éperdu, un peu embarrassant. Et je pense qu'on n'en est plus là du tout, et que s'il y a un rapport passionnel qui est conservé à la France, se retrouve surtout dans la haine et le rejet de ceux qui se sont construits en porte-à-faux de l'héritage français. Et
Et en effet, généralement, c'est pour se tourner vers la référence américaine. Oui, c'est tentant de mépriser les Français quand on a les Américains à côté de soi. Et comme si le fait d'être à côté des Américains, il y avait déjà un motif de fierté pour nous. Si on faisait partie du succès américain. Hein. On est aux frontières de l'Empire, on fait partie de ce grand continent américain. Objectivement, on est des vaincus de l'histoire, mais notre position géographique nous permet de nous rehausser. On peut croire qu'on fait partie du grand récit américain. Alors que quand on regarde les choses, on parlait tout à l'heure, l'américanité, c'était la manière, une sorte de voie d'accès à la modernité pour les Québécois. Mais on peut aussi retourner à la question, dans quelle mesure le succès américain nous appartient? Dans quelle mesure nous y avons participé? Qu'est-ce qui nous appartient là-dedans, dans la modernité américaine, au juste? C'est ça la question. Éric Bédard. Justement, Gérard Bouchard, dans sa critique, là, dans ses idées sur justement l'américanité, nous dit, au fond, les Canadiens français, l'élite canadienne française était très tournée vers la France, elle était francophile, et elle était inhibée. Hein, ça créait chez elle une sorte d'inhibition, alors que, et on a exclu, entre guillemets, par exemple, l'Indien de notre imaginaire, le territoire, les mots nouveaux que nous inventions étaient repoussés aux marges, c'était pas le bon français. Tout ça est assez intéressant, est assez convaincant. Maintenant, là où ce qui me gêne un peu avec cette thèse, et il dit aussi, il y avait évidemment une espèce d'attrait pour l'ancienne France, la France d'Ancien Régime, ce qui était vrai, mais en fait, nos élites canadiennes-françaises, la France était une référence autant pour les traditionnalistes que pour les libéraux. Que pour les libéraux et les républicains. Autant pour autrement dit, un Lionel Groulx, qui était un fervent lecteur de Louis Veillot et de l'univers, que pour un Honoré Beaugrand, qui absolument voulait être décoré de la Légion d'honneur, et Jean-Philippe Poirot le montre bien dans sa biographie, qui a développé avec d'autres, mis en place une loge maçonnique reliée au Grand Orient de France, parce qu'on ne voulait pas être lié. Alors, des républicains, des libéraux, ou des traditionnalistes. Autrement dit, la France, pour un camp et pour l'autre, est une référence. Hein? Louis Fréchette qui rencontre Victor Hugo, c'est son modèle. Donc, elle a été une référence, mais je constate qu'elle ne l'est plus. Elle ne l'est plus, elle est balayée. Et là, pourquoi ça m'a gêné quand on a eu tout le débat sur les accommodements raisonnables, sur la laïcité, c'est qu'il y a quand même là une tradition de débat, de discussion, qui peut-être, en effet, ne peuvent pas être appliquées intégralement à notre réalité. Je veux bien, on n'est pas fous. Mais je ne connais personne qui a plaidé d'utiliser le modèle français pour le plaquer à notre réalité. Si quelqu'un le propose, qu'on me le présente, je n'ai jamais rencontré. Non, exactement. C'est pas ça du tout. Mais écoutez, il y a là, une expérience historique très forte. Il y a eu beaucoup de gens qui ont réfléchi à ces questions-là. Et on aurait tout intérêt à prendre acte, à en discuter, oui. Carl Bergeron, vous évoquiez tantôt le rapport passionnel à la France et vous suggérez qu'aujourd'hui, la part dominante de ce rapport passionnel est négatif. C'est-à-dire, les Québécois s'enorgueillissent de ne pas être français. On regarde même les Français de loin en disant quelquefois, vous l'évoquez, nous on est modernes, nous on parle anglais, d'ailleurs on se moque de l'accent anglais des Français, nous on a le culte de la diversité, de grâce, cessons de nous inspirer de ce pays en faillite, de cette Union soviétique pour les minorités. Alors, comment expliquez-vous de votre côté cette charge que vous avez dit passionnelle et négative par rapport à la France? Pour moi, c'est très simple, c'est le rapport à la langue. C'est un rapport très difficile, très chargé d'affect, justement, qui nous rappelle à quel point notre histoire a été très dure, marquée par l'humiliation, par la honte. Donc, lorsqu'un Gaston Miron, à l'aube des années 60, commence à creuser dans ce terreau d'humiliation, à briser le bloc, si je peux dire, à faire l'archéologie de cette honte. Il part de quoi? Il part de la langue telle que nous la parlons, telle qu'on l'écrit. Et là, il fait tout le chemin pour si je peux dire, dénouer tous les nœuds que l'histoire a noué à travers la langue que nous parlons. C'est un héritage historique négatif, la langue française, je pense pour beaucoup, telle qu'elle est vécue, telle qu'elle est parlée, telle qu'elle est écrite au Québec encore chez une bonne part de la population. Là, il y a une mémoire vive de l'humiliation. Là. Et lorsque beaucoup de Québécois, lorsqu'ils se tournent
vers les Français, ben là, il y a un rappel de leurs conditions historiques qui se fait par la langue, par la comparaison. Et c'est très difficile pour l'amour-propre et tout ça. Évidemment, aussitôt qu'on le verbalise de cette façon-là, évidemment, il y a des phénomènes de déni aussi. Qu'est-ce que vous dites? Pas du tout. Moi, la France, je m'en fous. Bon. Mais ce n'est pas ce que le comportement qu'on peut observer nous dit. Ça nous dit autre chose au contraire, c'est encore très, très, très persistant. Et ça, c'est évidemment, on ne s'émancipe pas du jour au lendemain d'un héritage historique aussi lourd que le nôtre. Et ça a été la gloire aussi, la grande tentation de la Révolution tranquille, mais qui n'a pas pu venir à bout de cette humiliation historique. Elle a fait plein de choses positives, mais elle n'a pas réussi à nous débarrasser définitivement, en tout cas, de ce rapport très trouble et qui continue de s'observer dans le rapport à la langue. Éric Bédard. Je me souviens d'avoir eu une discussion avec Jacques Beauchemin. Il me racontait qu'il revenait d'un colloque, par exemple, à Buenos Aires. Bon, il disait, il faisait la réflexion suivante que l'espagnol a presque quitté l'Espagne. On parle beaucoup plus espagnol en dehors de l'Espagne, qu'en Espagne. Et donc, quand vous avez cette force du nombre, le fait de parler l'espagnol différemment qu'en métropole, avec peut-être une langue qui est truffée d'une expérience, qui témoigne d'une expérience différente, avec des mots qui ont été inventés ici, etc., on n'a pas ce même rapport trouble à une langue qui nous a été, dans le fond, léguée par l'histoire, alors qu'au Québec, comme il n'y a pas eu d'émancipation peut-être politique et nationale, comme on est dans un rapport quand on est une minorité, alors là, oui, mais si on était 50 millions en Amérique, on n'aurait probablement pas ce même rapport. Moi, en tout cas, j'ai été très frappé aussi par les travaux que j'ai lus récemment de Jean-Denis Gendron. Jean-Denis Gendron, c'est la fameuse commission Gendron des années 70. Donc, c'est un homme qui est assez âgé, mais qui a travaillé toute sa vie sur la question de l'accent québécois. Et pour moi, ça a été une grande révélation. C'est qu'il montre, ça m'a aussi un peu réconcilié avec parfois, des fois, c'est vrai, on dit, est-ce que notre langue est suffisamment, est-ce qu'elle est bien parlée et tout ça. Puis quand on lit Jean-Denis Gendron, on se rend compte que c'est les Français qui ont changé de langue, en fait. C'est la langue des avocats, la langue de la cour, la langue d'une certaine bourgeoisie, des intellectuels, des philosophes. Alors nous reprendrons après la pause. Je vous pardonnez-moi de vous couper, messieurs. Dans quelques instants, nous reprenons à la vie des idées. Précisons, nous reprendrons sur le rapport à l'accent au Québec. Merci. Chers amis, nous sommes de retour à la vie des idées pour cette émission consacrée au rapport entre le Québec et la France. Je suis avec Éric Bédard et Carl Bergeron. Et juste avant que nous nous rendions à la pause publicitaire qui nous a frappé soudainement, dû à ma négligence, vous me pardonnerez, nous parlions du rapport des Québécois à leur accent et le fameux accent québécois qu'au Québec on n'entend pas évidemment, mais que lorsqu'on arrive en France, il peut nous être quelquefois rappelé d'une manière ou d'une autre. Éric Bédard, vous nous parliez notamment du rôle les travaux de Jean-Denis Gendron. Oui, Jean-Denis Gendron par rapport à l'accent québécois. Oui. C'est-à-dire, il dit en gros, tous les observateurs français qui arrivent en colonie, les militaires, les fonctionnaires, les gouverneurs, les administrateurs, en général témoignent positivement, disent que la langue qui est parlée en colonie par les 70 000 habitants autour de 1750 est une bonne langue, est une langue très bien parlée, et on se réfère donc à ce français d'ancien régime qui a été codifié par un certain Vaugelas au milieu du 17e siècle. Et ce qu'il note, c'est que tous ceux qui viendront au 19e siècle, tous les mêmes observateurs, donc un peu plus tard, 70 ans plus tard, ils diront plutôt le contraire. C'est un Français pauvre, c'est un Français qui est truffé d'anglicisme. C'est Tocqueville notamment, mais c'est plusieurs autres aussi qui feront un peu les mêmes constats. Et donc, ils auront une vision plutôt dépréciative de la langue qui sera parlée dans la vallée du Saint-Laurent. Alors,
Gendron nous dit, au fond, ce qui s'est passé, c'est que ce sont les Français qui ont changé leur standard, ce qui veut pas dire que la langue n'a pas été aussi appauvrie par la conquête. Par la conquête. Et puis ça, c'est très clair quand on lit le compte-rendu que fait Alexis de Tocqueville lorsqu'il va visiter un tribunal, un procès en 1831. On voit les anglicismes. Et ça, c'est ça. Là, c'est à partir de là qu'on a créé une certaine forme d'inhibition par rapport à notre langue. Et là, il va y avoir toutes sortes de gens qui vont défendre le bon parler français. Il va y avoir le Collège La Salle qui vient juste d'être fermé, qui va former toutes ces générations de radio-canadiens, à commencer par Henri Bergeron, qui a enseigné lui-même, mais qui était un des produits. Alors, on avait cette norme linguistique qui était celle, nous dit Jean-Denis Gendron, d'une nouvelle France post-révolutionnaire de 1789. Alors, quand on sait ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas... Mais ça nous donne un peu une autre perspective aussi sur notre accent. Oui, bien sûr. Et donc, l'idée que notre français est un français dont une certaine tonalité et aussi plusieurs mots sont du français d'Ancien Régime, eh bien, c'est juste que, voilà, il y a eu quelque chose de différent qui s'est développé au fil des âges. Carl Bergeron, vous alliez reprendre sur la question de l'accent? Oui, c'est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit à propos de l'accent et même, on pourrait dire, la prononciation qui complète beaucoup les Québécois. Tous les mots ne sont pas prononcés intégralement. Toutes les syllabes. Bon. Et moi, ça me cause pas du tout de problème. En effet, il y a toute une diversité linguistique qui est à respecter. On n'a pas du tout à en avoir honte, bien au contraire. Mais évidemment, ce qui s'est passé entre 1750, c'est sûr, et par exemple 1830, c'est la conquête, c'est sûr. Et la langue, quand on parle d'une langue truffée d'anglicisme, c'est pas tout à fait la même chose qu'une langue populaire d'Ancien Régime, oui. Ponctuée de toutes sortes d'expressions assez colorées et tout ça qui nous met en marge de la norme de Paris. Là, il y a une vraie différence et c'est l'humiliation, comme je disais tout à l'heure, l'humiliation historique qui est représentée principalement par la conquête. Et quand Miron quand il se penche sur la langue aliénée des Québécois, c'est la langue héritée de la société qui s'est mise en place après la conquête, consacrée par l'acte d'union, la prolétarisation aussi des Québécois, des Canadiens français, la langue des paysans déracinés ensuite qui se retrouvent dans les villes, qui côtoient des contremaîtres anglais, souvent qui les méprisent. Donc on se retrouve avec des paysans déracinés. La langue qui était parlée par les paysans, Tocqueville a plutôt des bons mots aussi. Dans le même témoignage, il fait une différence entre les avocats de la ville qui sont complètement aliénés, qui sont sous la tutelle de l'anglais, et des paysans qui sont restés sur leur terre. Bon, malheureusement, ça, je pense que ça s'est perdu. C'était l'intégrité de la langue des paysans. Donc ça me pose pas du tout de problème, mais je pense que ce qui est sûr, c'est que ce qui est resté, c'est l'héritage de l'humiliation. On ne peut pas faire semblant que la langue québécoise n'est pas traversée par les calques de l'anglais, c'est les tournures, la syntaxe qui est souvent massacrée. Et ça, c'est pas une diversité linguistique qui est à chérir. Là, il y a vraiment quelque chose qui cloche. Là. Permettez-moi de vous soumettre à mon obsession sur une question très particulière. On parle du rapport un peu négatif à la France qui est présent aujourd'hui. Je crois, mais j'aimerais vous soumettre cette hypothèse, que c'est plus qu'un rapport négatif, il y a presque un esprit de revanche aujourd'hui. C'est-à-dire, la France, on s'est longtemps senti à tort ou à raison humilié par elle, et aujourd'hui, c'est l'esprit de revanche, et nous allons regarder... Donc, c'est plus la figure du maudit français, appelons ça comme ça, là, qui est presque une figure de notre folklore, arrogant. Bon. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est désormais la supériorité de notre côté. Désormais, par la modernité, le rapport en anglais, la diversité, désormais, c'est nous qui pouvons regarder la France de haut, la sermonner, se moquer d'elle, dire qu'elle est en retard. Autrement dit, nous avons désormais le privilège de la norme et la France serait en retard par rapport à nous. Est-ce que... On peut même lire quelquefois dans des
dans nos journaux, quelquefois des propos d'un mépris exceptionnel pour la France, pour ses philosophes, pour ses journaux, pour ses débats. On l'a vu récemment dans le débat sur le Burkini, par exemple, bon, d'une manière ou de l'autre. La France n'avait pas un autre modèle, elle était inimaginable. La France n'était pas prise avec ses propres problèmes, elle était le contre-exemple absolu en toutes circonstances sur les questions identitaires. Est-ce que vous sentez donc cette présence d'un esprit de revanche, ou est-ce le fruit simplement peut-être d'une observation trop sévère envers nous-mêmes? Non, moi, je suis assez d'accord. Il y a comme une supériorité morale qu'on voit chez les élites intellectuelles. Autrement dit, c'est comme si il se serait produit une sorte de retournement vraiment incroyable. Alors, on a Monseigneur Plessis, à la fin du 18e siècle, qui, lors d'une défaite de Napoléon, se réjouit en disant « La France a renié son histoire, elle a tourné le dos à son histoire, elle est maintenant régicide, elle va dans ce qu'il y a de pire, hein, et d'une certaine façon, dit Plessis, mais à la suite d'autres, la conquête était un fait providentiel. La bonne France ayant été mise de côté, nous avons raison de la combattre désormais parce qu'elle s'est éloignée de son chemin, qui était celle du grand siècle. Je me permets de vous citer l'extrait que vous citez. Oui, c'est plus clair que ce que je dis là. Non, c'est pas ça, c'est que le passage est effrayant. Le passage est effrayant. Oui. Donc, c'est Monseigneur Plessis, oui. Réjouissons-nous de ce glorieux événement, donc une défaite pour la France. Tout ce qui affaiblit la France tend à l'éloigner de nous. Tout ce qui l'en éloigne assure nos vies, notre liberté, notre repos, nos propriétés, notre culte, notre bonheur. Voilà. C'est quand même, c'est souhaiter le plus grand malheur à la France. C'est souhaiter le plus grand malheur à la France parce qu'elle est devenue moderne. C'est pas dit comme ça, mais parce qu'elle a fait la révolution, parce qu'elle a fait disparaître son roi, parce qu'elle va vers la patrie de l'égalité et tout ça. Bon. Là, aujourd'hui, il faut souhaiter la défaite de la France parce qu'elle nous a légué l'Ancien Régime. Donc, on prend l'exact contre-pied. Le retournement du grief. Le retournement du grief. Parce qu'elle incarne l'Ancien Régime. Elle nous a empêchés d'être une vraie démocratie. Elle nous a empêchés d'entrer plus rapidement dans la modernité. Donc, nos griefs sont complètement à l'opposé. Et aujourd'hui, regardez comme elle erre au point de vue des grandes questions qui nous intéressent, au niveau de la diversité. Elle n'est plus moderne, donc, voilà. C'est quand même un retournement incroyable. Autrefois, on la honnissait parce qu'elle était devenue moderne, et maintenant, on la honnie parce qu'elle nous a légué l'Ancien Régime. Alors, c'est une sorte de retournement à 180 degrés, mais dans les deux cas, et là, je vous l'accorde, il y a une charge. Il y a une charge émotive, il y a quelque chose d'existentiel, de profond, qui n'est pas toujours rationnel. Et moi, je sens que souvent, c'est pas rationnel. Quand je vois des commentateurs ou des chroniqueurs intervenir par rapport à la France, il y a là une sorte de point, il y a comment on dit ça, un point... un angle mort. Un angle mort, merci. Il y a un angle mort. Et là, c'est comme si on se croit tout permis. Et on sent qu'il y a quelque chose de plus profond, et c'est à creuser. Carl Bergeron, je me permets de vous relancer sur cette question, mais chez nos écrivains. C'est-à-dire, il y a un imaginaire de l'Amérique qui a été très présent, on l'évoquait tantôt dans les années 80-90. Aujourd'hui, chez nos écrivains, est-ce qu'il y a d'une manière ou de l'autre un rapport qui se reconstruit par rapport à la France, ou est-ce que la littérature québécoise a tendance à s'en affranchir toujours plus? Je dirais que, bon, historiquement, il y a toujours eu deux grandes écoles dans la littérature québécoise. C'est l'école américaine et l'école française. Celle qui a gagné, c'est l'école américaine. Imaginons qu'on voudrait distinguer l'esprit de ces deux écoles, l'école américaine et l'école française. Qu'est-ce qui les distinguait? C'est l'accent sur le récit pour l'école américaine. Maintenant, même, on emprunte les catégories anglo-saxonnes. Hein. On parle de fiction, non-fiction, fiction, non-fiction. En littérature française, c'est pas que le mot fiction n'existe pas, c'est juste que ça n'a jamais été utilisé véritablement exactement dans ce sens-là. Oui, mais c'est le proséisme presque américain, c'est des histoires inventées ou des histoires pas inventées. Exactement. Hein? Des choses vraies, puis des histoires qu'on va se raconter sur le mode du récit pour s'amuser. Et moi, je trouve ces catégories extrêmement aliénantes parce que, bon, pour moi, l'écrivain, c'est quelqu'un qui est poussé par une aventure particulière qui passe à travers le
langage. C'est quand même autre chose là, que inventer ou pas des personnages. C'est une des modalités de la littérature, mais la littérature ne se réduit pas à ça. Et donc, il y a l'école américaine et l'école française. Et au Québec, je pense que c'est surtout l'école américaine. Les écrivains, les romanciers, les jeunes romanciers aussi, c'est vraiment l'école américaine. Il y a peu de personnes qui s'inscrivent dans la tradition française, qui poursuivent une démarche esthétique qui soit véritablement dans cette tradition-là, à moins d'être évidemment dans l'école, la French Theory, si on veut, mais au-delà de la question des idées, des inspirations philosophiques, on parle simplement de l'esthétique littéraire, c'est l'école américaine qui a entièrement gagné. Et en même temps, peut-être que si cette école-là a gagné, c'est aussi parce que c'est un peu ce que peut-être l'institution littéraire française attend de nous. Oui. Hein? Elle souhaite que nous soyons les Américains. Oui, Daniel Grenier, me dit-on, là, sort son roman qui a eu un certain succès, là, L'année la plus longue. L'année la plus longue, ça sort chez Flammarion. On a là un vrai... je pense que là, on est en plein dans l'école américaine. Oui, totalement. Hein, et là, je pense que les Français attendent... Je pense que Yves Thériault avait eu un succès avec Aguguk, ce genre de récit. Autrement dit, il y a une place pour les Québécois dans l'imaginaire français et c'est le roman américain ou c'est la figure de l'Américain, le témoignage du continent? Probablement. Et là, ça va dans le sens de la petite controverse qu'on a eue la semaine dernière là, avec Ricardo, hein, la Nouvelle-France, le coureur des bois, tout ça. Évidemment, ça nous fait rire, c'est des clichés, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est un peu ainsi que les Français voient l'Amérique. Et nous sommes, pour eux, un morceau de l'Amérique. Et donc, c'est sûr que si on arrive chez eux en voulant faire du Houellebecq ou participer à leur inspiration, ils disent, on a tout ce qu'il faut ici, là, on n'a peut-être pas besoin de vous. Par contre, si vous nous arrivez avec un décor qui est celui de l'Amérique, des vastitudes et de l'ensauvagement, alors là, vous nous intéressez. Je pense que l'institution française est peut-être un peu responsable aussi. Moi, je distinguerais... Il y a des processus de reconnaissance qui sont à la frontière de la culture et des médias, si je peux dire. Puis il y a l'institution littéraire à long terme où jouent les questions de la postérité. Là, je pense qu'il y a vraiment deux choses différentes. En ce moment, le processus de reconnaissance médiatique et tout ça est très favorable à l'école américaine pour une raison très simple, très prosaïque, je pense. Là, c'est pas nécessairement un jugement pour ceux qui s'inscrivent dans cette école-là, mais je pense qu'il y a une logique de mondialisation culturelle qui est à l'œuvre en ce moment. Les écrivains se démarquent sur le marché. Excusez-moi si j'emprunte ce langage, mais c'est vraiment le langage aussi qui domine chez une certaine institution aussi. La France s'est emportée dans cette logique de mondialisation culturelle. Même les écrivains, on les voit là, avec leur biographie, ils font attention. Qu'est-ce qu'ils mettent de l'avant ou pas? Qu'est-ce qui est vendeur? Et pour le moment, c'est la mondialisation culturelle. Et pour les Québécois qui écrivent, peu importe l'authenticité de leur démarche, c'est mieux reçu. Si vous écrivez sur l'Amérique, ou si vous mettez un soupçon aussi de pays étrangers, tout ça, si vous effacez, vous brouillez les pistes québécoises, c'est plutôt bien reçu. Et que ça vienne, et qu'un roman américain, para-américain, soit conçu à Montréal ou en Chine, vous savez, dans la mondialisation, peu importe d'où ça vient, ça passe. On peut acheter, on ne recherche plus nécessairement un lien organique à tel ou tel territoire. Ça, je le crois. Alors, ça vient... je marche vraiment sur... Sur des œufs, comme on dit? Sur des œufs, parce que chaque écrivain a sa démarche. Hein. Il faut juger chaque écrivain au cas par cas. Ça ne veut pas dire s'ils font ça que c'est nécessairement mauvais. Ce que je vous dis, c'est que sociologiquement, il y a des processus qui sont à l'œuvre. Donc, je ferai très attention. Et en effet, la deuxième partie de la remarque d'Éric, oui, une attente folklorique, ça c'est terrible. Les Français sont terriblement coloniaux. Tout ce qui a trait aux chiens et tout ça, ils sont très tentés à réduire à des caricatures, à des stéréotypes, ceux qui sont en périphérie de la métropole. Pour le plaisir de se moquer un instant, le premier article que j'ai écrit dans le Figaro il y a 2 ans, on l'avait illustré d'une ville enneigée avec des traîneaux à chiens. Alors que l'article
portait sur la question du gouvernement des juges. Vu que c'était le gouvernement des juges au Canada, il y avait un traîneau à chier. Exactement. Mais je continuerai en disant que, au-delà des processus de reconnaissance à court terme médiatique, oui. donc l'institution, la postérité, les canons esthétiques, je pense que la France demeure entièrement ouverte. Si vous prenez Miron, n'a pas aucune difficulté à s'inscrire dans le canon français. Pourtant, il est entièrement québécois. Il ne s'est pas du tout renié ou quoi que ce soit. Et c'est plein d'autres écrivains qui viennent de pays étrangers. Émile Cioran, c'est un Roumain qui s'est complètement approprié la France, très bien reçu, très lu en France. Kundera, c'est la même chose. Donc, des grands écrivains qui viennent de partout et qui s'inscrivent dans le creuset de civilisation de la France. Donc, un Québécois peut très bien faire la même chose aussi, mais il doit s'approprier les codes de la France. Il ne peut S'il pas veut rester dans le témoignage dans ses codes strictement locaux et tout ça, sans les transcender, sans les inscrire dans un creuset de civilisation plus large, ben là, il peut pas venir ensuite pleurer que, il est mal compris, mal reçu par les Français. Il faut jouer le jeu, là, aussi. Je m'en voudrais beaucoup de ne pas... il nous reste une dizaine de minutes, 10-12 minutes. Je m'en voudrais qu'on ne pose pas la question un peu... qui va en choquer peut-être quelques-uns, mais de quelle manière avons-nous, si nous en avons besoin de la France aujourd'hui? Le Québec de la Révolution tranquille aime se croire presque autoréférentiel, nation projetée dans la mondialisation, à tout le moins société projetée dans la mondialisation, s'alimentant de toutes les influences, n'en privilégiant aucune en particulier peut-être. Et néanmoins, la question de la France nous revient de manière assez obsédante parce qu'elle nous rappelle, ne serait-ce que par la langue, par la généalogie, par l'histoire, par l'alliance politique. C'est bête à dire, mais si jamais le Québec avait eu la bonne idée d'assumer son destin politiquement, c'est pas d'abord et avant tout de la Grande-Bretagne ou des États-Unis que serait venue la reconnaissance, non plus que de l'Allemagne ou de la Russie. Donc il y a un lien privilégié. En quoi, et évidemment je présuppose que c'est le cas, en quoi avons-nous encore besoin de la France ou de quelle manière peut-elle encore aujourd'hui nous inspirer positivement? Éric Bédard. Je sais qu'il reste juste 10 minutes, mais on l'oublie, certains justement intellectuels l'ont oublié, mais notre émancipation inachevée peut-être, mais de la Révolution tranquille, on la doit aussi un peu à la France. Ah oui, vous l'évoquez dans votre article d'ailleurs. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on oublie, mais quelqu'un comme Jean Drapeau, quand il veut faire le métro de Montréal, il se tourne vers ce qu'il appelle le génie français, il se tourne vers un architecte. On peut lui reprocher, mais il y avait cette idée, cette ambition du génie français, même chose pour la reconnaissance internationale du Québec, pour le fameux discours du général, pour tout le travail diplomatique qui a été fait. Donc, l'émancipation du Québec va de pair avec un petit coup de pouce, un petit coup de pouce qui est venu de la France. Et ça, c'est absolument indéniable. Est-ce que ça aurait pu être plus? Peut-être, mais c'est déjà quand même pas mal. Maintenant, moi, oui... quand je vois la France quand j'ai été étudiant en France au milieu des années 90, c'était sympathique, le cousin québécois, ça allait. Quand ça a pris un certain temps avant que j'y retourne, mais j'ai été frappé quand je suis retourné 10 ans plus tard. Beaucoup de Français me disent « j'aimerais ça aller vivre au Québec. » Oui. D'ailleurs, on reçoit énormément d'immigrants. Je pense que c'est notre deuxième groupe le plus important des Français. Écoutez, d'un côté, je suis content. Pourquoi? Ça veut dire que le Québec les gens ont une vision plutôt positive du Québec et de l'avenir et pour la jeunesse et tout. Mais en même temps, je suis inquiet, je suis triste que je sens ce désœuvrement de beaucoup de jeunes qui songent à quitter leur pays. Qui veulent fuir la France. Qui veulent fuir la France. Une société bloquée, une société aussi avec un climat de guerre civile, en tout cas au niveau des débats, puis de la vision, puis des représentations à venir. Moi, je me réjouis pas de ça. Parce que, je veux dire, c'est un peu comme par rapport à une civilisation à laquelle on appartient, c'est un peu comme le vaisseau amiral, et puis le vaisseau amiral prend l'eau en ce moment. Et c'est pas une bonne nouvelle pour les vaisseaux qui suivent. Parce que là, c'est... Bon. De la même façon, au début du 19e siècle, lorsque Victoire accumulait les victoires, même si on peut être en désaccord avec son régime, et que De Gaulle a fait rayonner la France, oui, les Québécois en ont tiré une certaine fierté d'être dans le fond, de faire partie de cette grandeur et tout ça. Alors... Non, moi je trouve que c'est triste. Mais en même temps, les Français, plusieurs membres de l'élite française, on lancé aussi la serviette, sont extrêmement pro-européens, font des séminaires en anglais dans de grandes institutions.
Et ça, moi, ça m'attriste, oui. Ça m'attriste. Mais je vous repose néanmoins la Peut-être question que j'ai parce pas que bien- non, vous avez répondu très, très tristement, mais c'est néanmoins une profonde vérité. Néanmoins, est-ce que le Québec aujourd'hui peut-il néanmoins trouver quelque inspiration que ce soit en France? Avons-nous encore besoin de la France, oui ou non, selon vous? Moi, je crois que oui. C'est une référence importante. Il y a là une tradition de débat et je pense qu'on en a besoin, bien sûr, quelles que soient nos orientations futures. C'est un pays qui est important pour nous et on ne peut pas gagner en voyant ce pays-là s'effondrer, non? Carl Bergeron, je vous pose aussi la question. La France est-elle encore une ressource pour les Québécois? Avons-nous besoin de la France d'une manière ou de l'autre? Politiquement, culturellement, intellectuellement, est-ce que la France est une nécessité vitale pour nous? Ah oui, je pense, ne serait-ce que pour entretenir la haine des Québécois pour eux-mêmes. Ils ont besoin de la France, ils l'ont prouvé à travers les siècles. Mais non, je fais des blagues, mais c'est un peu triste, mais c'est vrai aussi, d'une certaine manière. Hein, un rapport aussi passionnel, ils en ont besoin, hein, que ce soit pour se définir par la négative ou par le positif. Donc, c'est sûr que la France fera toujours partie du récit québécois parce qu'elle est au fondement de nos origines. Donc, on ne peut pas nier ses origines, c'est sûr. Elle fera toujours partie de nous. Maintenant, la question à se poser, c'est dans quels termes les Québécois continueront de poser la relation qu'ils ont avec la France. Là, ça leur appartient, mais j'ose espérer qu'ils vont opter pour une relation plus saine, plus mature, plus apaisée. Dépassionnée. C'est un peu, parce que c'est un peu fatigant, hein, la langue, il faut dire, toujours voir à travers les décennies, là, toujours les mêmes complexes qui reviennent, toujours les mêmes impasses. Il faudrait tout ça se dénoue, là, ça serait plutôt sympathique. Mais une chose qui est souvent évoquée dans le débat public, justement, c'est la tradition de débat des Français, qui peut à la fois fasciner et horrifier les Québécois. Oui, mais ça, c'est quelque chose que j'admire vraiment chez eux. Évidemment, des fois, on a l'impression que ce sont des joutes, des jeux, et c'est comme un sport pour eux, qui va planter l'autre et tout ça. Et nous, on n'a pas tout à fait ces habitudes de débat, on n'est pas là-dedans. Oui, mais en même temps, j'admire ça parce qu'il y a quand même, on peut s'affronter sur le plan des idées. On respire, en tout cas. Oui, exactement. On a des points de vue différents, mais quand je dis différents, c'est pas des petites déclinaisons, là. Ce ne sont pas des nuances à l'intérieur du même. Oui, voilà. On est dans des positions qui sont fortes, et ça, je trouve ça admirable et moi j'aimerais qu'on soit un peu plus inspiré de ça. Et souvent ça se fait comme du sourire en coin, hein? C'est pas ensuite chacun veut s'exterminer nécessairement. Il faut apprendre à se détester cordialement, tu sais, que aussi après l'affrontement un petit sourire en coin, tout ça c'est du jeu aussi, hein? Il y a beaucoup une part de jeu qui est très importante dans le débat à la française. Il y a une tradition idéologique très féroce aussi, faut pas le nier, où il y a des gens qui ont vraiment envie de s'exterminer. Une tradition de guerre civile aussi en France à travers les siècles. Mais sinon, généralement dans le débat intellectuel ou tout ce qui touche à la vie intellectuelle, la vie des idées, les discussions sur la littérature, il y a une grande part de jeu qui parfois bascule dans les trivialités mondaines, hein, des mesquineries mondaines, c'est sûr. Mais il y a aussi une part plus positive qui est la liberté d'esprit, l'indépendance d'esprit. Oui, puis je donnerai un exemple tout simplement que je vous soumettrai. Vous avez peut-être vu dans l'édition, je crois que c'était le samedi du Monde, la reproduction sur 2 pages, 2 pleines pages, en tout petit caractère quand même, d'un grand entretien avec Pierre Nora et Marcel Gauchet, donc l'historien Pierre Nora, le sociologue et le philosophe Marcel Gauchet, avec François Hollande sur l'état de la France, de la gauche, des grands enjeux pour la France à l'horizon de 2017. Et j'essayais d'imaginer pour un instant ici un grand entretien sur 2 pages dans un de nos journaux qui serait mené par Éric Bédard et Carl Bergeron, avec Philippe Couillard ou avec le prochain chef du Parti québécois quel qu'il soit, ou avec un autre chef politique. Je cherche donc où on lui pose des questions sur sa vision de l'histoire de France, sur les grands enjeux philosophiques d'aujourd'hui, sur les clivages politiques essentiels de notre temps. J'essaie d'imaginer quelque chose de semblable et mon imagination n'y parvient pas. Non, je me souviens d'une série d'émissions durant la campagne présidentielle de 2012 sur France Culture. On demandait à chaque candidat à la présidentielle, dans le cadre d'une émission d'histoire, de parler d'histoire de France. Donc, qui sont les personnes, les modèles, quelle est votre interprétation de cette histoire? Et c'était renversant.
C'était renversant. Bon, peut-être qu'ici, on n'a pas ces attentes par rapport à notre classe politique. Je le déplore. Je pense qu'on devrait avoir ces attentes. Je veux pas nécessairement un roi philosophe, mais je veux avoir quelqu'un qui est imprégné par l'histoire de son pays, la culture de son pays, pour qui c'est une référence, et qui il sait bien l'expliquer clairement. Je me souviens d'Antoine Robitaille qui avait demandé à Jean-Marc Fournier quels étaient les auteurs québécois. Il avait demandé ça à Jean-Marc Fournier, qui était, je pense, ministre de l'Éducation en ce moment. Alors, il avait sorti Le Survenant, mais il avait hâte qu'on passe à autre chose. C'est probablement un roman qu'il avait lu au cégep. C'est vrai, c'est un peu court. Et on a cette attente par rapport à la classe politique française que ces gens-là écrivent des livres. Peut-être que certains sont écrits par des gens qui tiennent la plume, d'autres gens qui tiennent la plume. Oui, mais il y a néanmoins cette idée qu'écrire un livre est un rite de passage indispensable. Si vous n'écrivez pas un livre où vous confessez votre vision du monde, vous l'exposez, vous n'êtes pas appelé à être un homme politique dans la Alors que, je ne citerai pas son nom, mais on a un ancien chef du Parti québécois qui s'était fait approcher par un éditeur et l'éditeur insistait lourdement, vous devriez écrire un ouvrage pour déployer un peu votre vision. Il disait, j'ai mieux à faire que d'écrire un livre. C'est une perte de temps, c'est pas sérieux. Mais à travers ça, c'est cette idée qu'on oppose l'action et la réflexion. C'est ça que j'ai toujours admiré chez un De Gaulle, mais chez des grands personnages, on n'oppose pas l'action à la réflexion. C'est supposé être d'un même pain. Et en même temps, la réflexion, ça démontre une certaine forme de vie intérieure. L'action n'est pas tout. Un sens du destin aussi. Oui, un sens du destin. Et puis quand on agit, c'est en fonction d'une réflexion qu'on a eue un peu préalablement, même si les événements commandent parfois des décisions et nous réorientent, mais quand même. Et c'est ça que j'admire, moi, dans la culture politique et intellectuelle française et qui devrait, nous inspirer davantage, alors que nos débats sont très polis, où on est vite dans les accusations personnelles ou dans les étiquettes. Il y en a là-bas aussi, mais on va plus loin. On va plus loin dans les arguments, il me semble. Il nous reste à peu près une minute et demie, je crois. Je me permettrai de vous poser une dernière question. Si je devais résumer par un événement, une anecdote tirée de votre vie, votre rapport, on pourrait dire, amoureux à la France, si le terme est permis, est-ce que vous auriez une image qui vous viendrait à l'esprit spontanément? Moi, c'était en 95, lors d'un voyage que j'avais fait avec un comité d'action politique franco-québécois, où j'avais rencontré de jeunes décrocheuses françaises. Elles me rappelaient toutes les filles du roi. Mon Dieu. Et Carl Bergeron, une scène tirée de votre imaginaire ou de vos voyages à propos de la France qui décrirait votre rapport amoureux à la France? Moi, ça serait vraiment les souvenirs de lecture que j'ai, ces longues soirées, jeune vingtaine, où je passais à lire les grands écrivains, peu importe où je me trouvais, que ce soit en banlieue de Québec ou dans le Vieux-Québec, tout ça, ça m'a toujours incité à me retourner vers la France dans ce qu'elle avait de mieux. Alors, Carl Bergeron et Éric Bédard, merci infiniment pour votre présence ici aujourd'hui. C'était La Vie des idées avec Mathieu Bock-Côté et restez à l'antenne de Radio Ville-Marie.